Donc, bonjour à tous. Vous voyez bien l'écran, enfin les slides au moins? Oui, oui, on voit. Oui, ok. Voilà, on va vous parler d'un projet Twitter et la linguistique située. Donc la présentation se déroulera en 4 parties. D'abord les éléments de contexte, ensuite les aspects techniques relatifs à la collecte de Twitter, ensuite les considérations linguistiques et enfin les perspectives et désidératas. Donc les éléments de contexte, en fait, ce projet s'inscrit dans le travail qui est relatif à la plateforme PopSu dont il a déjà été fait mention plus tôt ce matin. L'hypothèse de notre participation à PopSu, c'est de travailler sur la perception et la représentation entre les acteurs de la métropole du Grand Dijon et les habitants de celle-ci en essayant de s'appuyer sur des données des réseaux sociaux. Pour les moyens, donc, nous avons eu un CDD 2 mois d'ingénieur d'études en développement informatique, Benoît Villa, puis l'année suivante 4 mois de CDD aussi ingénieur d'études en structure et analyse des données, qui est Mathieu Bach, sans oublier aussi le personnel de la Maison des sciences de l'homme, notamment le pôle informatique, qui a contribué à cette réalisation. Donc, je vais commencer sur les aspects techniques de la collecte Twitter. En premier, avant de lancer une collecte Twitter, il faut penser aux aspects légaux, notamment la protection des données personnelles, puisque Twitter contient des données qui sont identifiantes, qui sont soumises au RGPD. C'est pas parce que des tweets sont publics qu'on peut en faire ce qu'on veut et on a des obligations par rapport au respect des données personnelles. Il se trouve que nous sommes la MSH et les labos, enfin en tout cas les partenaires sur ce projet sont des organismes de recherche qui ont des possibilités dérogatoires par rapport au RGPD, mais dérogatoire ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. Ces dérogations sont encadrées. Notamment, il faut une adéquation entre la collecte et la finalité du traitement. Donc, on ne collecte pas des données au cas où, mais on collecte dans le but d'une finalité. On a aussi l'obligation du droit d'accès, de modification et d'information de chacun aux données le concernant. Et la conservation des données ne doit pas être éternelle, elle doit être encadrée aussi. Donc tout ça doit être rédigé ou peut être présenté dans le cadre d'un DMP, Data Management Plan. Le réflexe, c'est de contacter votre délégué à la protection des données, qui est une fonction obligatoire dans les organismes publics. Au-delà des aspects protection des données personnelles, il y a aussi des aspects relatifs à la propriété des données collectées, notamment si on veut faire de la mise à disposition des données, que ce soit dans le cadre d'une vérification scientifique ou de les démarches Open Data ou FAIR dont on a parlé ce matin. On pourrait se dire qu'il suffirait de redistribuer les ID des tweets, mais non, ça reste des données identifiantes. Et le dernier point aussi, il y a aussi une propriété intellectuelle qui est rattachée à ces tweets, notamment on peut citer l'exemple de Richard Prince et Instagram. Richard Prince en fait avait réalisé des captures écran d'Instagram et a réalisé une expo à New York en utilisant ces captures d'écran. Le kit de démarrage pour la collecte Twitter, en fait, c'est simple. Il faut d'abord, en premier lieu, un compte Twitter. Donc, quand vous vous inscrivez sur Twitter, vous contractualisez en acceptant les conditions d'utilisation. Il faut ensuite que ce compte Twitter devienne un compte développeur pour avoir accès aux données. Il y a un deuxième niveau de contractualisation spécifique à ce compte développeur, sachant que cette étape a été durcie courant 2020. Et nous avons eu 2 comptes MSH qui ont été gelés ou supprimés. À partir de ce compte développeur, on peut demander des jetons d'accès aux données pour une application, donc un programme informatique, et plusieurs applications peuvent être attachées au même compte. Une fois qu'on a ces jetons, il faut utiliser un ou des outils de collecte qui vont utiliser l'API Twitter. L'API, c'est l'interface de programmation qui permet à un programme informatique d'aller interroger Twitter. Twitter peut permettre de souscrire un abonnement qui donne accès à beaucoup d'informations. Et il y a aussi un volet gratuit qui comporte quand même des fortes limitations. Donc pour l'API, pour
la formulation gratuite, il y a 3 modes d'accès aux données Twitter. Le premier mode d'accès, c'est le flux, donc le stream, qui prend en paramètre des critères de requête, ce sur quoi on veut obtenir des tweets. Et le flux, en fait, envoie en continu des tweets qui sont émis en temps réel. Il n'y a pas de limitation, si ce n'est que vous puissiez absorber le flux. Et si vous coupez le programme 10 minutes, vous perdez les tweets qui auront été émis pendant ces 10 minutes qui correspondent à vos critères de recherche. Le deuxième moyen d'accès aux tweets, c'est la méthode search, toujours avec des critères qui vont aussi récupérer des tweets correspondant à la requête, mais ici, ce n'est pas des tweets qui sont émis en temps réel, mais c'est des tweets qui ont été émis dans les 7 derniers jours, avec un nombre limité de requêtes qui est 450 par 15 minutes. Et enfin, la troisième méthode d'interrogation de Twitter, c'est l'API Search, mais cette fois-ci non plus avec des critères, mais avec un identifiant de tweet. Donc on envoie un numéro de tweet et l'API Twitter nous envoie toutes les informations relatives à ce tweet. Donc ça, c'est limité à 900 requêtes par 15 minutes. En pratique, au début d'une collecte, on va lancer l'API Stream, le flux donc, et le search simultanément, puisque le flux va nous permettre de capturer tout ce qu'on veut en direct avec nos critères, et le stream va permettre de remonter un petit peu avant jusqu'à 7 jours sur les données correspondant à ce critère. Les critères d'interrogation de Twitter, c'est des requêtes qui sont comparables à ce qui est possible par les moteurs de recherche. Donc on peut par exemple interroger avec un mot-clé, par exemple Dijon. On peut interroger aussi avec un hashtag, donc #Dijon, qui n'a pas la même signification ou la même intentionnalité que si c'est le mot simple Dijon. On peut aussi interroger un compte, donc par exemple là le compte Dijon, et on peut combiner les paramètres, donc par exemple ici Dijon ou moutarde, ici le compte Dijon ou le compte moutarde, et on peut dire on veut tous les tweets le critère peut dire on veut tous les tweets qui correspondent au mot-clé Dijon, mais qui ne contiennent pas le mot-clé moutarde, etc. Donc il y a aussi possibilité de filtrer sur la langue, d'avoir entre guillemets une phrase exacte, une expression exacte qui va apparaître dans les tweets, collecter en fonction des localisations. Donc ça, je pourrais en parler dans les questions, puisqu'on ne l'a pas mis en œuvre, mais on a des raisons. Alors ensuite, une fois qu'on sait tout ça, il faut choisir l'outil. Donc on avait 3 outils à notre disposition. Donc un outil interne qui utilisait l'API Search, donc qui fonctionnait, mais qui nous permettait que de remonter à 7 jours. Un outil interne aussi qui fonctionne en Java, développé en Java, qui fonctionne très bien, mais qui n'a pas d'interface utilisateur. Et on avait aussi connaissance de l'outil SNFreezer qui a été développé dans le cadre de l'ANR-TEE, donc Twitter aux élections européennes en 2014 par le laboratoire d'informatique de Bourgogne, ex-LE2I, et qui est intéressant puisque un simple navigateur suffit pour consulter la collecte et ajouter des critères de collecte. Avec une limitation, c'est qu'au début de notre travail, donc en 2019, il était incompatible avec les dernières versions de PHP. Le projet SNFreezer initial permettait de collecter en parallèle sur plusieurs instances, puisque, comme je vous l'indiquais, les critères sont limités à 512 caractères. Si on voulait collecter sur beaucoup de critères de recherche, il faudrait avoir des instances parallèles d'outils qui permettraient de faire cette collecte. Et je vous ai indiqué en fait une communication de référence sur SNFreezer. Donc SNFreezer, pour nous, le choix s'est porté sur SNFreezer parce que c'était l'outil qui permettait une ergonomie la plus intéressante, qui rendait les chercheurs autonomes dans leur choix de collecte, dans la réalisation de leur collecte. Nous avons souhaité y apporter quelques améliorations ou ajouts de fonctionnalités, notamment le fait de pouvoir filtrer les tweets lors de l'affichage, donc par langue, plage de date, etc. L'export des tweets aussi au format CSV facilement sans devoir faire intervenir le service informatique, le pôle informatique. Aussi, nous nous sommes dit que ça serait intéressant de pouvoir disposer de la liste des hashtags et des comptes qui sont le plus souvent mentionnés dans la collecte qu'on est en train de faire, mais que nous ne collectons pas encore, pour voir si c'était des critères intéressants à ajouter. Configuration aussi de la gestion des tweets effacés avec une synthèse sur les tweets effacés, le nombre de tweets effacés, les tweets interdits et les tweets qui ne correspondent pas a priori à nos critères de recherche.
Donc SN Freezer, voilà, ça ressemble à ça, c'est une page web. Vous voyez en bas les 15 critères initiaux, donc c'est bien le premier jour, hein, les critères actuels ne sont plus ceux-ci. Donc c'est simple, le chercheur arrive sur cette interface, il a juste à cliquer ici sur Collect, et voilà, le processus de collecte démarre. Et au bout de la première journée, on a collecté à la fois par le stream, donc le flux en direct, et le search. On a déjà récupéré, vous voyez ici, les différents critères et le nombre de tweets qui correspondent à ces critères. Et ici, la synthèse, donc par exemple, on a 537 tweets qu'on ne peut pas rattacher directement à des critères. Donc ces tweets en question, c'est peut-être des retweets ou des tweets des retweets dont le tweet original mentionnait un des critères de recherche. Hein. L'interface qui est disponible pour les utilisateurs de SN Freezer est la suivante. Donc on peut filtrer par date, donc ascendante, décroissante, choisir combien on veut de limiter, l'auteur, le texte, la langue. Et ici, est-ce qu'on veut les tweets cités, les petits tweets ou les retweets ou non? Et donc voilà, l'utilisateur arrive à ça. Et on voit que notre première collecte qui a débuté, je crois, le 9 juillet de mémoire, nous a permis quand même de remonter à peu près jusqu'au 30 juin. Donc la limite de 7 jours était pas tout à fait fermée et définitive. Au bout de cette première journée de collecte, on a regardé un peu les comptes qui étaient le plus souvent cités, les comptes et les hashtags cités et non collectés. On a vu que manifestement, il y avait la Patrouille de France, la JDA, le média local, le Mythique de France. Alors, nous, en tant que service informatique, on n'intervenait pas sur le contenu de la collecte, mais on surveillait quand même, on avait quand même un avis, et il s'est trouvé qu'on voyait effectivement que ça correspondait à des événements locaux, notamment la Patrouille de France qui était venue en meeting le 7 juillet, je crois, à Dijon. Au bout d'un mois, la même page, donc ici ça c'était le premier jour, au bout d'un mois on voit encore que, fin juillet 2019, on voit encore qu'on a la Patrouille de France qui est mentionnée ici, on a Breitling Jet qui était partenaire de cet événement, et ici on a encore Patrouille de France, Breitling Jet qui sont des éléments qui ont été très souvent cités mais que nous ne collections pas. Donc du coup ça s'appelle la question de est-ce qu'il aurait fallu les collecter, sachant que la Patrouille de France et Breitling ne sont pas systématiquement attachés à Dijon. Mais ça, c'est pas le pôle informatique qui doit répondre, c'est le chercheur qui maîtrise sa collecte. Donc, un tweet, concrètement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un objet JSON, donc un objet clé-valeur. Donc, en affichage brut, c'est ça, donc c'est complètement... c'est pas du tout beau à voir. Hein. Un affichage plus sympa est celui-ci. On a effectivement donc ici en bleu les clés et la valeur. Donc ici par exemple sur la ligne texte, on a la clé qui est le texte et on a la valeur qui est ici un tweet. Et donc vous voyez peut-être ici, après webcasté, il y a 3 points de suspension. On reviendra après dessus. Donc la fin du tweet. On a fait une métrologie assez rapide sur la collecte, donc on voit ici que sur la première année 2019, on a quelques pics qui correspondent à des événements locaux, mais je reparlerai peut-être des événements locaux sur 2020 pour gagner du temps. Et en regardant dans la base SQL, donc ça c'est pas disponible aux chercheurs en natif, on voit qu'effectivement on a la Patrouille de France encore qui fait partie ici des sujets les plus mentionnés par les utilisateurs de Twitter. Donc ça, c'était au premier jour, et ça, c'est toujours au 31 juillet, où on voit encore que cet événement a marqué la twittosphère pour une collecte relative à Dijon et à la métropole. Sur 2020, on a cette courbe-là où on voit à peu près des pics autour de 1800 tweets, avec ici un creux. Donc le creux, c'est tout simplement qu'on a eu une panne. En fait, l'outil marchait tellement bien qu'on ne l'a pas monitoré. Et donc c'est une faute du pôle informatique, en l'occurrence la mienne, on ne l'a pas monitoré, et quand on a relancé la collecte, on l'a relancé au-delà de la fenêtre de 7 jours. Donc ici on a un trou, donc il y a une période pour laquelle on n'a pas collecté en direct. Voilà. Donc
La base au 9 mai, on va passer. Là, c'est la collecte de 2020. Donc, je vous disais, je vous mentionnais les événements locaux. Ici, on a le 11 mai. Donc, on voit que ici, toute la collecte, je vous disais, était autour de 1800. Et au 11 mai, on voit qu'au moment du déconfinement, on a un pic. Donc, les gens concernés par notre collecte Twitter ont beaucoup plus tweeté à ce moment-là. Et si on regarde dans la base, on voit effectivement ici, donc on voit toujours certains éléments qui sont restés très visibles. Et ici, on voit les événements de déconfinement qui commencent à apparaître dans les tweets les plus retweetés. Donc ici, par exemple, pardon, je ne vous ai pas expliqué. Ici, par exemple, ça veut dire que ce tweet-là a été retweeté 927 fois. Alors, sur l'année 2020, vous voyez ici en petit le déconfinement le 11 mai, qui apparaissait comme un pic précédemment. Et vous voyez ici qu'on monte à 140 000 tweets. 140 000 tweets, ça correspond à à des événements à Dijon qui ont eu une portée nationale, voire internationale, qui sont les incidents qui ont eu lieu, notamment les incidents relatifs aux Tchétchènes qui se sont déroulés à Dijon. Donc on voit que sur l'année, ici sur l'année, la collecte sur 2019 et 2020, on voit que cet événement-là a vraiment marqué ce qu'on appelle un pic de Dirac, avant que la collecte redescende. Et ici, je reparlerai peut-être après, ici ça correspond, on voit qu'il y a une augmentation, ça correspond à l'ajout de la collecte du mot Dijon et non plus du seul hashtag Dièse Dijon. Donc au 30 juin, on voit que les événements relatifs aux Tchétchènes, en fait, dans les tops, ici on a déjà 10 000 retweets sur ce sujet, on voit que dans le top, en fait, tous ces éléments-là ont été retweetés en masse. Donc par rapport à notre collecte qui était plutôt sur des pics à 1700 tweets, 1800 tweets, on a ici une collecte qui a été probablement fortement polluée. Encore une fois, c'est pas mon rôle d'interpréter ces données, mais là, clairement, on voit que là, il y a manifestement un phénomène de volume qui est de nature à peut-être à troubler la cohérence de la base. Et en fin d'année 2020, on voit qu'en fait, ce sont toujours ces tweets-là qui sont dans les tweets relatifs à ces événements, qui sont dans les tweets les plus retweetés de notre collecte. Le premier qui sort de ça en 2020, c'est un tweet relatif à l'ouverture d'un restaurant. Donc j'imagine et ensuite relative à un joueur de foot. Voilà. Donc les retours techniques pour nous, en fait, on s'était dit au début, quand on allait collecter les hashtags les plus populaires et les comptes les plus... Enfin, avoir la liste des hashtags et des comptes les plus populaires qui ne sont pas retweetés, peut-être pour avoir une collecte qui s'auto-alimente, on s'est rendu compte en fait que ça serait une mauvaise idée, notamment pour les épisodes Patrouille de France et puis les incidents de juin 2020, parce qu'on se rend compte que là, on ne peut pas avoir quelque chose d'automatique. Il faut absolument qu'un chercheur s'implique et dise est-ce qu'on collecte au risque d'avoir beaucoup d'infos parasites ou est-ce qu'on ne collecte pas au risque de perdre potentiellement de l'information qui serait pertinente. Donc pareil, ces histoires de collecte sont en relation avec le RGPD d'un côté et le fait de trop collecter aussi impliquera peut-être un temps humain important pour nettoyer le jeu de données. Retour technique aussi, on s'est rendu compte en fait que le hashtag n'avait pas la même intentionnalité qu'un mot. Donc par exemple, collecter Dièse Dijon, ça collecte les tweets qui explicitement veulent dire quelque chose de fort par rapport à Dijon, alors que collecter le mot Dijon sans le dièse devant, on a plus d'infos pour lesquelles Dijon n'est pas forcément l'idée forte, mais qui intéresse les gens de la métropole. Il y a aussi des questions en suspens, notamment sur les fautes d'orthographe et les mots communs. Donc, Talent, la ville de Talent, qui est clairement le bon exemple des deux, pour les fautes d'orthographe et pour les mots communs dans une autre langue. Donc ensuite, normalement, on était quand même censé pouvoir commencer le travail sur les jeux de données. Sauf que on s'est rendu compte que, enfin on le savait, mais on s'est rendu compte que le fait que Twitter ait permis de passer de 140 à 280 caractères en novembre 2017 a modifié l'API, et donc rajouté
des fonctionnalités à l'API et nous interrogeons Twitter selon les anciennes méthodes de l'API. Donc, nous n'avions pas d'erreur, mais par contre, nous n'avions pas les données en mode extended. Donc, ce que je vous indiquais sur le tweet tout à l'heure, ici, on a webcasté avec 3 points de suspension. Il aurait fallu qu'on interroge Twitter en mode extended pour avoir ici le champ non plus texte, mais full text. Donc la solution qu'on a envisagée, c'est de recollecter les tweets avec leur identifiant, donc ce qui représentait à peu près 10 jours prévus pour 720 000 tweets, avec les limitations que j'ai présentées plus tôt. Donc c'est ce qu'on a lancé, sachant que SN Freezer avait reçu environ 900 notifications d'effacement, donc on s'est dit on va perdre peu d'informations. Sauf qu'en relançant cette collecte, on s'est rendu compte qu'il y avait 170 000 tweets qui n'étaient pas récupérables. Vous voyez ici le tableau avec le nombre de tweets et l'erreur en face. Donc le type d'erreur, c'est par exemple le compte a été supprimé, les statuts ont été effacés, ou ici les comptes sont passés en privé. Donc on se rend compte qu'avec l'identifiant, certains tweets troqués, on est sûr et certain qu'ils ne sont pas récupérables. Qu'en conclusion technique, notre collecte réalisée, elle n'est pas exhaustive puisqu'il y a au moins un champ qui est tronqué et qui perd d'une part, et il nous manque aussi les aspects intentionnalité puisqu'on n'a pas collecté Dijon dès le départ. Ce jeu de données peut être utilisé pour des tests techniques, donc algorithmes, visualisation. Une solution serait relancer une collecte à partir d'aujourd'hui, puisque le recul nous permet maintenant de collecter de façon beaucoup plus efficace, sachant que nous sommes quand même dépendants de ce que Twitter nous envoie. Pour conclure aussi sur ces aspects qui fait intervenir plusieurs disciplines, les interactions avec les chercheurs doivent évidemment être continues. Il y a des questions à se poser, notamment qu'est-ce qu'on fait des retweets, par exemple sur 1 400 000 tweets actuellement, on a 537 000 tweets uniques. Donc ça c'est une question aussi pour les data scientists. À quel moment on donne de l'importance aux tweets qui sont retweetés très souvent ou pas? Moi je n'ai pas la réponse. Évidemment, il faudrait aussi qu'on puisse avancer sur des critères de recherche plus précis. Peut-être avoir des critères selon des fenêtres temporelles. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de la patrouille de France, se dire on collecte selon ces critères sur une fenêtre temporelle bien délimitée et commencer à avoir des outils d'analyse. Donc, SN Freezer, pour nous a apporté beaucoup en maturité. On a quand même eu des défaillances par rapport à la techno PHP. Donc je ne critique pas du tout l'outil, puisque l'outil était vraiment très très performant, mais il faudrait peut-être envisager d'autres technos Python ou Java, et tout en conservant la richesse de SN Freezer qui est de laisser l'autonomie aux chercheurs. Et enfin, je pense qu'il sera dans un deuxième temps très proche aussi important d'ajouter des outils soit automatiques, soit en réel de visualisation. Notamment, on peut citer le mémoire de Fatima Limazamo, qui a permis, elle, son travail était à partir d'un corpus sur lequel on n'a aucun a priori, de pouvoir effectuer de pouvoir faire tourner des outils. Ici, on a par exemple le nuage de mots-clés qui correspond au mois de mai. Donc, on voit bien que le déconfinement est un point important des discussions sur Twitter. Le deuxième graphique au milieu montre en fait la proportion de tweets et de retweets. Et le dernier, en fait, c'est un travail en cours sur notamment comment on peut commencer à manipuler les mots, donc soit sur leur forme initiale, soit sur leur forme lemmatisée ou stématisée. Je vais maintenant passer la parole à Mathieu Bach pour sa partie. Merci Arnaud. Donc Arnaud a mis en évidence les problèmes de la collecte de données. Or, la linguistique est une science des données, donc il nous faut aussi aborder ces données, ces tweets, d'un point de vue linguistique. Donc c'est ce que je vais faire dans cette troisième partie. Arnaud peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est si ces tweets collectés sont des jeux de données ou des corpus, ou un corpus. En linguistique, la différenciation est fondamentale, puisqu'un corpus, si je reprends la définition canonique de Sinclair 96,
qui est la suivante. Un corpus est une collection de fragments de langue sélectionnés et classés selon des critères linguistiques explicites afin d'être utilisés comme échantillon de la langue. On comprend là, avec ce qu'a mis en évidence Arnaud, qu'on va avoir du mal à dire que les tweets collectés sont bien un échantillon de la langue, puisqu'on n'a pas finalement, on n'est pas sûr de la représentativité. Je reviens sur ce mot-là dans la slide suivante. On n'est pas sûr en fait que ce que... Non, Arnaud, trop vite, merci. Les tweets qu'on a collectés sont bien des fragments de langue, ce sont des énoncés, mais est-ce qu'ils sont des échantillons de la langue réelle? Ça, on en est beaucoup moins sûr. Et donc finalement, on va se retrouver avec le constat de Rastier fait en 2011 que tout regroupement de textes ne mérite pas le nom de corpus. Puisque pour certains tweets, on a des tweets qui sont tronqués, donc on n'a pas des textes intégraux. On a des difficultés à les documenter correctement, et là ça revient finalement à l'idée de fenêtres temporelles et de fenêtres thématiques évoquées tout à l'heure. Donc finalement, on se retrouve avec un ensemble de tweets qui n'est pas... et cet ensemble ne correspond pas à la définition canonique du corpus. Donc pour le moment, on va parler de jeu de données, et on va admettre avec Arnaud que sur la première collecte, ce jeu de données est défaillant. On peut passer à la slide suivante. Je m'attarde sur deux aspects principaux dans la définition du corpus, qui est d'abord la représentativité et ensuite l'intégration des variables extralinguistiques. Il n'y a qu'une seule définition de la représentativité, qui est celle de Biber. Toute sélection de texte est un échantillon. Toutefois, la représentativité d'un échantillon dépend avant tout de la mesure dans laquelle il est sélectionné parmi les différents types de textes de la population cible. L'évaluation de cette représentativité dépend donc d'une définition préalable complète de la population que l'échantillon est censé représenter et des techniques utilisées pour sélectionner l'échantillon dans cette population. Or, on a bien vu que on a l'ensemble des tweets qui représentent le trafic de tweets sur Twitter, et on a ce que nous envoie Twitter, qui est déjà en léger décalage. Et ensuite, on a les tweets qu'on peut effectivement analyser. Donc, il faut qu'on se pose la question de la surface réelle recouverte par les tweets collectés par rapport aux tweets, par rapport à l'ensemble des tweets qui circulent sur Twitter. Et tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas mis un chiffre précis sur cette représentativité, on ne peut pas vraiment avancer en linguistique, puisque sinon, on va analyser des éléments qui sont corrects pour le corpus, mais qui ne sont pas corrects par rapport à la réalité langagière. On peut passer à la slide suivante. Merci. L'intégration des variables extralinguistiques était mon deuxième point d'intérêt. Variable extralinguistique, on peut le rapprocher de contexte. Et le contexte, nous disent Rastier et Pincemin, n'est pas... est l'extériorité qui dessine le texte. Donc, on ne peut pas se passer du contexte. En tout cas, pas dans le cadre de ce projet-là, qui était finalement de travailler la façon dont les gens parlent de Twitter et la façon dont... parlent de Dijon et la façon dont Dijon est conceptualisé par ces individus. Donc, on a une inadéquation finalement entre ce qui est Dijon, ce qui est Dijon sur Twitter, et sur ce qu'on peut reconstruire de Dijon à partir des données collectées. Et il y a un deuxième petit souci qu'a mis en évidence Arnaud, qui est le moyen par lequel on a récupéré ces tweets. On a utilisé le hashtag Dijon en pensant que c'était le meilleur moyen de capter tous les tweets qui parlaient de Dijon, en étant à la fois exhaustif, sans être... en contraignant quand même, en limitant quand même l'ensemble des tweets collectés. Or, on s'est rendu compte qu'en ne sélectionnant que hashtag Dijon, on est trop contraint et on perd énormément de tweets. Donc ça, ce sera certainement quelque chose à modifier par la suite, en particulier si on veut faire une analyse de discours. Et on peut passer à la slide suivante. En fait, pour Popsy, on avait eu le but
de saisir le sens des sous-communautés qui construisent la communauté des individus vivant dans le Grand Dijon, et ensuite de comparer ces différentes communautés et de voir ce qui était commun, où étaient les variations en fait. Donc pour faire ça, il nous faut aller au-delà finalement des mots réels qu'on peut voir dans le tweet et regarder ce qui est communiqué. Et donc, ce qui est communiqué, c'est finalement accéder au discours. Je définis le discours à la suite de Michel Foucault dans une perspective plutôt germanique. Et je reprends la définition standard de Bousset-Heubert 94. Par discours, nous entendons au sens pratique de la recherche les corpus textuels virtuels dont la composition est déterminée par des critères liés au contenu ou à la sémantique au sens le plus large. Donc on voit bien là deux aspects centraux dans la définition de discours. C'est que d'abord, le discours émerge de la réunion de textes similaires. Donc là, rien de nouveau, on est toujours à la suite de Michel Foucault. Et pour cela, il faut réunir une certaine quantité de ces textes en corpus et savoir et pouvoir mettre un rapport finalement chiffré entre les textes qu'on a récupérés et l'ensemble des textes qui forment le discours réel. Donc on revient à la question de la représentativité de tout à l'heure. Le deuxième aspect, c'est que le discours est avant tout sémantique. Donc le corpus, quand il va être constitué, doit avant tout être constitué selon un paramétrage sémantique. Et là, on revient à la définition de l'objet d'étude et finalement aux bornes qu'on va lui donner. Alors, on peut continuer, Arnaud. Voilà, donc là, j'ai fait un petit schéma pour que ce soit plus clair. Chez Bousset-Heubert, on a l'idée d'un corpus réel, donc ce sont les vrais textes qu'on a récupérés. Nous, ça va être des tweets. Ils font écho à un corpus virtuel, l'ensemble des textes possibles qu'on aurait pu récupérer si on en avait les capacités. Et ensuite, le passage au discours lorsque l'on intègre des données situées ethnologiques. Donc finalement, qu'est-ce que le discours? Le discours, c'est une entité conceptuelle partagée par tous les individus d'une communauté autour d'aspects linguistiques comme des mots, sociaux comme la hiérarchie sociale, les rôles sociaux, et épistémiques, donc les vraies connaissances. Et on a besoin de ces connaissances-là, de l'ensemble de ces connaissances discursives pour se comprendre. On peut continuer. Donc si on met en regard ce qu'on a déjà vu sur Twitter, on va avoir le trafic Twitter, qui est l'ensemble des tweets existants sur un domaine, sur un objet d'étude. On va avoir ensuite ce que nous envoie Twitter, et là, il va y avoir une petite différence, mais on ne sait pas vraiment la quantifier. On va ensuite avoir la collecte Twitter, donc ce qu'on a réellement collecté, ce qu'on peut réellement utiliser. Et c'est cette collecte Twitter qui va passer en format XML, donc ce que moi, linguiste, je vais vraiment pouvoir exploiter, qui est le corpus réel. Et là, on voit déjà des pertes de tweets, des pertes de texte au fur et à mesure des différentes étapes de la constitution du corpus réel, qui font que le corpus réel n'est pas représentatif du corpus virtuel, donc on n'est pas capable d'analyser le discours. Donc ça, c'est la grosse problématique finalement de ce corpus, c'est qu'on a des tweets qui ne nous permettent pas d'accéder à la réalité langagière, donc on ne peut pas faire de sémantique du discours. Si maintenant on essaie de contourner ce problème, pardon, on peut passer à la suite, on pourrait essayer non pas d'aller frontalement dans le discours, mais d'utiliser des outils qui sont à notre disposition par la sémantique cognitive moderne, comme les frames et les constructions. Et là, on pourrait éventuellement arriver à reconstruire des segments du discours. Alors, un frame, pour le faire très simple, c'est l'ensemble des structures de sens sur un objet précis. On a en illustration ici le frame pour le Covid. Donc, c'est toutes les connaissances prototypiques que les individus d'une communauté, en France par exemple, ont à leur disposition. Et en fonction de ce que l'on veut dire ou de ce que l'on entend, on active certains segments du frame et on comprend ce qui est dit. Le problème, c'est que le frame est avant tout une structure cognitive, donc une structure reposant sur des prototypes, c'est-à-dire des valeurs standards et ensuite des variantes.
Mais alors, comment accéder à ce prototype si notre jeu de données est instable? Ça ne fonctionne pas. On retourne finalement au problème de départ qui est la représentativité. Si on passe aux constructions, Arnaud, c'est la suivante, merci. Une construction est une association d'une fonction, donc d'un sens et d'une forme, qui sont non prédictibles ou qui ont acquis une fréquence particulièrement importante en usage. Même si personne n'a vraiment défini ce que veut dire fréquence importante en usage, il est clair qu'avec un corpus qui est non représentatif de la réalité langagière, on risque d'avoir des fréquences importantes sur certaines constructions, sauf que ces fréquences-là, elles sont importantes que dans ce corpus et pas dans la réalité langagière. Donc on va peut-être identifier des constructions, des éléments à l'interface entre cognition et linguistique qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, encore une fois, on est bloqué. Ceci étant dit, ce n'est pas vraiment une fin en soi. Il ne faut pas rejeter Twitter. On peut passer à la suite. On ne va pas rejeter Twitter. Il faut simplement, finalement, adapter notre façon de travailler. Donc, il faut d'abord, à mon avis, réfléchir au niveau épistémologique à l'objet d'étude et ensuite au jeu de données, au corpus. Donc, j'ai essayé de trouver deux éléments en linguistique qui pourraient nous être utiles pour des travaux suivants. Soit se concentrer sur des petits jeux de données qu'on maîtrise bien et qu'on arrive à bien cerner. Et là, ça pourrait être utile pour avoir des indicateurs de tendance sur l'hypersynchronique, c'est-à-dire la réalité instantanée. C'est ce que j'ai fait pour valider l'existence de la construction aller sur Paris ou monter sur Paris au lieu de aller à Paris. Donc avec un tout petit jeu de données, j'ai pu m'assurer finalement que la construction existait et qu'elle avait un intérêt sociolinguistique. Mais je ne peux pas dire, je ne peux pas être affirmatif. J'ai maintenant la preuve qu'elle existe. Donc c'est ensuite sur d'autres corpus qu'il va falloir tester l'ensemble. On peut avoir sinon une approche inverse qui est de tester, de travailler sur des jeux de données immenses pour avoir des indicateurs de type ligne de force, pour avoir des idées finalement de ce qui se passe dans la réalité langagière. Et là, on se rapproche de la linguistique de corpus traditionnelle. On peut passer à la suite. L'un dans l'autre, ce qui va être nécessaire, et après discussion à de multiples reprises au sein de la plateforme ADN, ça va être de développer finalement une méthode en mode projet avec la définition de l'objet d'étude, réaliser une petite collecte de données, travailler sur papier à conceptualiser le corpus en identifiant des catégories, des variables, et ensuite structurer le corpus à partir de ces catégories, coder le corpus à partir des variables, et réaliser un premier jeu d'analyse. En fonction de ce qu'on va trouver, on redéfinit ou on valide l'objet d'étude, on collecte un peu plus, on affine la conceptualisation, on affine la structuration, le codage et l'analyse. Et on avance petit à petit comme cela, de manière à ce que lorsqu'il y a un problème dans l'ensemble, on arrive à l'identifier rapidement et on peut s'adapter. Ce qui, dans notre cas, n'a pas été réussi. Et donc finalement, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent dans cette boucle-là, qui se rapprochent soit de la grounded theory pour la méthodologie SHS, soit en management aux méthodes agiles, à une montée en compétences communes des individus et finalement de réussir à surmonter les problèmes et donc à être plus efficace. Et on peut imaginer que dans notre cas, au prochain tour de ce cercle, on arrive à avoir un bon corpus, à réaliser des analyses correctes, à avoir des résultats pertinents. Voilà, donc c'est évidemment tout un programme, mais en attendant, je vous remercie de votre attention et on attend vos questions avec Anne. Merci. Merci Mathieu. Merci Monsieur Bach et Monsieur Dacosta pour votre brillante présentation. Je peux en même temps parler de l'intérêt que la plupart des participants ont pour la question. Vous avez quelques questions. Une première question, c'était la représentativité.
Donc, Monsieur Robert demande, est-ce que la représentativité, en fait, n'est pas celle de votre collecte? Est-ce que, pardon? La représentativité, donc c'est un commentaire. La représentativité est celle de votre collecte. On ne peut être représentatif que de quelque chose. Donc, le corpus, il est certainement représentatif de la réalité langagière. Et le corpus, il doit être représentatif, il faut l'indexer à quelque chose. Or là, c'est pas très compréhensible. Enfin, pour moi, j'ai du mal à comprendre la question. Ok. Oui, moi aussi. Une autre question. Qu'est-ce que vous voulez faire de ces données? Parce que je suppose que vous avez une grosse collecte maintenant. Qu'est-ce que vous en faites? Eh ben, c'est très simple. Cette collecte, enfin, je l'ai mentionné dans ma partie, cette collecte, on sait qu'il y a des biais, notamment avec... il y a au moins un problème technique sur un champ tronqué et un problème sur l'intentionnalité, comme je le mentionnais sur Dijon. Donc, on sait que cette collecte n'est pas valide techniquement, ni, je dirais, scientifiquement par rapport à l'objet d'étude. Donc moi je dirais tout simplement le RGPD et le DPD, c'est la question est vite répondue comme dirait l'autre, hein, ces données doivent être supprimées, point. D'accord, ok. Ben, je pense qu'il y a tout un débat autour de cette réponse. Je pense qu'elle ne doit pas être univoque. Est-ce que c'est à supprimer, pas à supprimer? Moi je pense que de toute façon ça donne, c'est mon avis personnel, ça donne une idée de nos données à une date T. L'idée n'est peut-être pas exhaustive, mais elle a quand même la chance d'exister. Parce qu'en statistique, nous, on dit qu'il vaut mieux avoir de l'information que de ne rien avoir. Donc, il vaut mieux avoir une enquête pourrie que de ne pas avoir d'enquête pour ne pas avoir d'avis. Ce que j'indiquais en fin, c'est vrai qu'on a quelques tendances, mais enfin... Voilà, on sait qu'on n'a pas quelque chose de carré. Et moi, en tant qu'ingénieur, puisque j'interviens en tant qu'ingénieur, je ne me vois pas garder ces données sur un disque dur ad vitam aeternam si un chercheur ne les inscrit pas dans un projet longitudinal. Si c'est le cas, c'est pas pareil. Si un chercheur me dit, par exemple, j'ai un exemple fictif, mais je veux savoir ce que disent les gens de Dijon sur le mois de décembre à l'approche de Noël pendant X années. On peut faire une collecte tous les mois de décembre, par exemple. C'est l'objet de son étude, d'accord. Mais le RGPD est très clair là-dessus. On ne va pas collecter et conserver les données au cas où, en fait. Hein. Surtout plus où on sait qu'on a un biais sur la qualité du jeu de données, en fait. Ok. Du coup, j'ai une autre question qui pourrait aller dans le sens avant de poser une autre question qui a été proposée par un auditeur. Est-ce que vous pouvez rendre ces données accessibles? Parce que bien évidemment, même si ce sont déjà des données ouvertes, je suppose, via les API que vous avez développées, est-ce que vous pouvez donner accès à des chercheurs, je suppose, mais en open data ou voilà. Ou en Alors, open science. je l'ai mentionné dans mon premier slide. Hein. Donc non, ces données déjà ne sont pas ouvertes, elles sont publiques, ce qui n'est pas pareil. Elles sont publiques sur Twitter, et pas toutes, puisque les tweets qui sont supprimés ne sont plus disponibles. Et je l'ai indiqué aussi, en fait, quand on contractualise avec Twitter pour obtenir un compte développeur, Twitter nous questionne sur la redistribution éventuelle de ces données. Et là, il y a tout un schéma juridique dans lequel il faut s'engager, que nous n'avons pas fait, donc je ne peux pas trop répondre, mais en tout cas, clairement, aujourd'hui, c'est une intuition, hein, mais je n'ai pas l'assurance que je peux redistribuer ces données librement, entre guillemets, puisqu'elles appartiennent à Twitter en première intention, et que Twitter m'a autorisé en tant que développeur à les collecter que dans un but précis, et pas dans un but de redistribution. Donc, mon premier réflexe à cette question, c'est prudence. Ok, merci. Une dernière question, après s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a une possibilité de géoréférencer ces données? Oui, techniquement, oui. On peut géoréférencer, c'est-à-dire dans les critères de collecte, on peut très bien donner ce qui s'appelle des bounding box, c'est-à-dire soit des rectangles ou alors alors je ne sais plus si c'est des cercles, je pense que c'est des cercles, pas des polygones, mais enfin, en tout cas des rectangles ou des cercles
avec latitude, longitude, rayon, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte que, par exemple, là, sur la collecte actuelle, elle fait environ 1 400 000 tweets, celle qu'on a terminée. On a collecté un rectangle qui est un peu plus large que le campus de Dijon, un autre qui englobe le Palais des Congrès et un autre les allées du parc. On a moins de 400 tweets sur chacun de ces 3 rectangles. Donc les utilisateurs n'utilisent pas le géoréférencement de Twitter quand ils tweetent. Donc c'est une information qui est collectable, c'est un type de requête, on peut très bien interroger sur une zone, mais ce n'est pas une information qu'on va pouvoir exploiter par la suite. D'accord. Juste pour l'anecdote, les gens qui utilisent le plus, dans ce qu'on a pu remarquer au niveau technique, qui utilisent le plus le géoréférencement, ce sont les gens qui disent j'ai perdu mon chien à tel endroit, j'ai perdu ma carte à tel endroit. C'est grosso modo les seuls quelques exemples qu'on a eu de tweets localisés. D'accord. Une dernière question, mais personnelle. Est-ce que du coup, quand on parle de géoréférencement, on ne pourrait pas avoir, par exemple, le lieu, parce que je suppose là, on a pris Dijon, mais imaginons on voulait collecter Covid en France. Est-ce qu'on est capable, justement, par rapport à ce qui se dit en France sur le Covid, sur le Covid, la Covid-19, d'être capable de justement faire un diagramme ou un truc en précisant des statistiques par région ou par ville ou par... Voilà. Alors, on ne pourra pas le faire en utilisant le géoréférencement. Si on veut faire quelque chose comme ça, il faudra affiner les critères de recherche. Donc, comme j'ai indiqué au début, on peut avoir un critère de recherche qui fait 512 caractères pour une collecte. Il faudrait... Alors, je n'ai pas réfléchi à l'exemple que vous mentionnez, monsieur Alec Bédé, mais il faudrait, par exemple, avoir un critère qui collecte France et Covid, et par exemple qui exclut USA, qui exclut Allemagne, par exemple. Ou alors il faudrait avoir pour chaque région un critère de collecte qui mentionne la région et Covid. Voilà, enfin, j'ai pas réfléchi à la question, mais en tout cas, les critères de recherche Twitter, il faut se dire qu'ils sont assez puissants puisqu'ils sont... ils permettent vraiment de combiner pas mal de choses, comme un moteur de recherche en fait. C'est une syntaxe qui est très similaire à celle des moteurs de recherche. Donc voilà. Mais pour ça, il faut vraiment, je réinsiste, il faut un dialogue important entre les ingénieurs et les chercheurs, parce que si on rate le critère de recherche ou qu'on le verrouille trop, on perd de l'info. Si on prend trop d'infos, il faut la nettoyer. Voilà, ça, c'est des questions. Il faut se mettre autour d'une table, bon, alors virtuelle avec le confinement, mais il faut se mettre autour d'une table pour discuter de ces aspects, en fait. Et comme le dit Mathieu, son slide, le slide qui s'affiche actuellement, résume très bien ça. C'est-à-dire, il faut, à mon avis, il faut obligatoirement faire une première itération du cercle pour avoir toutes les erreurs. Donc là, nous, on a vu beaucoup d'erreurs. Donc oui, on s'est trompé, mais se tromper, c'est tout à fait normal dans un projet en SHS qui fait intervenir plusieurs disciplines. Par contre, si pour un projet qui arrive ou une collecte qui arrive, on se retrompe encore, j'espère que ça sera des nouvelles erreurs et pas les mêmes. D'accord. Ok, merci Monsieur Dacosta pour cette brillante présentation, Monsieur Bach également. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette session du vendredi 11 décembre de Data SHS que vous clôturez. Donc, je vous remercie pour votre patience. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier également l'ensemble des présentateurs qui se sont rendus disponibles depuis le lundi. Je ne vais pas les reciter tous. Vous avez toutes leurs présentations dans les carnets. Je tiens à rappeler que d'ici la semaine prochaine, sinon en début du mois de janvier, vous aurez toutes les présentations en ligne. Ceux qui ont demandé des attestations auront leurs attestations, mais je profite également de cette session de clôture pour remercier l'ensemble de la direction de la MSH qui nous ont donné l'occasion justement de réaliser cette session cette semaine Data SHS 2020 malgré la situation sanitaire très compliquée. Je tiens à remercier particulièrement l'équipe de la
de la PUD, donc la plateforme universitaire de données, en l'occurrence Damien Sens ici. Je n'oublie pas le service de communication, donc Savine Palmer, également Tristan Fellman. Je remercie également la coordination des plateformes qui a donné l'opportunité justement de pouvoir utiliser cette fenêtre pour faire intervenir l'ensemble des plateformes. Donc, on a eu 3 conférences qui touchaient l'ensemble des 3 plateformes de la MSH, donc la plateforme ADN, la plateforme GeoBFC aujourd'hui et même la plateforme universitaire de données en entrée le lundi. Donc, je pense que c'est une très bonne expérience que nous avons pu tenir et réaliser cette session de cette année. Je vous remercie pour votre patience, les participants, pour votre participation. Également, je m'excuse des couacs qu'on a pu avoir à cause de problèmes de compatibilité avec le logiciel diffuseur, de problèmes de compatibilité avec le réseau, de ralentissement de réseau. Je pense que c'est une bonne expérience qui ouvre des perspectives et de nouvelles voies vers des activités de la plateforme durant toute cette période compliquée. Je tiens donc à vous remercier et vous dire au revoir et à très bientôt. N'oubliez pas, vous avez la newsletter de la plateforme du mois de novembre qui présente des activités de la plateforme. Nous allons revenir en janvier avec des formations. N'hésitez pas à nous faire des demandes. Vous aurez la 2e version du newsletter en fin janvier. Et jusqu'à ce moment, je vous demande de vous souhaiter, et je vous souhaite de vous porter bien. Je vous souhaite également par anticipation une bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous, protégez-vous et portez-vous bien. Merci et à très bientôt. Au revoir.